Et bienvenue à notre session qu'on a choisi d'appeler la leucocélophobie. Ou la peur de la page blanche pour les product owners. Hop, je peux pas cliquer. Hop. Alors, je suis Alexandre Thibault, je suis coach agile chez Binext. Moi, je m'appelle Bastien et je suis Scrum Master chez Binext aussi. Voilà. Ah, pardon. Déjà, merci les sponsors, sans qui la conférence Agile Pays Basque ne pourrait pas avoir lieu. Alors, avant qu'on commence, est-ce qu'il y a des product owners dans la salle? Levez la main. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient devenir product owner ou qui vont bientôt devenir product owner? Ok. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est un product owner ou un PO? Ok. Alors, une petite définition pour mettre les choses au clair et que ça vous parle un petit peu plus pour la suite de la présentation. Le product owner, c'est la personne qui est garante de la valeur d'un produit dans un projet agile. C'est un rôle qui est issu de la méthode de travail Scrum. Et on a réfléchi à la présentation avec Bastien en pensant à 3 scénarios. Donc, vous êtes chef de projet digital, on vous accole l'étiquette de PO. Qu'est-ce que ça change pour moi dans ma vie au quotidien? Vous êtes un consultant externe comme on a dans notre boîte. Vous arrivez dans une nouvelle équipe technique. Comment il va pouvoir m'aider ce PO? Donc, c'est une course contre la montre à la crédibilité qui va commencer. Et le troisième, c'est la personne qui a fait une grande école de commerce et sur son premier CDI, c'est marqué Product Owner. Donc, il va y avoir un peu une crise, un syndrome de l'imposteur qui peut arriver. La main tremble, la page blanche, la page vierge. Par où on commence, par où on prend ce problème? Donc, aujourd'hui, on espère qu'avec ces quelques outils qu'on va vous présenter, ça peut vous rendre un peu plus serein dans votre nouveau contexte, votre nouvel environnement. Et aujourd'hui, on va vous mettre un petit peu à contribution parce que ce product owner, ça va être vous. Alors imaginez-vous, projetez-vous, vous venez d'arriver dans une jeune entreprise qui a décidé de développer un service de mise en relation entre des personnes qui souhaitent réaliser un don d'organes et des personnes qui sont malades en attente de greffe. Ce service s'appelle Donneur. C'est un peu comme le Tinder du don d'organes. Vous allez consulter des profils, swap, trouver des matchs, accepter ou pas trouver des matchs et derrière déclencher des greffes d'organes grâce aux différentes compatibilités. Alors une fois de plus, imaginez-vous, projetez-vous, vous êtes le product owner dans cette jeune entreprise. Tout le monde a des idées. Les investisseurs, les créateurs, les personnes qui sont déjà dans les équipes, mais pour le moment, absolument rien n'est fait. Donc, comme disait Alex, les équipes vont avoir beaucoup d'attentes envers Product Owner, envers vous. On ne va pas se le cacher, vous allez légèrement avoir la pression. Alors, avant qu'on aille plus loin, c'est un sujet de business qui est totalement fictif, qu'on a créé nous, qu'on a choisi nous, pour juste le fil de cette présentation. Comme dirait M. Léguédois, c'est politiquement incorrect, peut-être, en partie. Alors quand vous êtes installé dans la salle, vous avez vu, il y a des feuilles, des stylos. Et bien, on va vous inviter, si vous le souhaitez, à utiliser ce matériel-là pour répondre aux différentes questions qu'on va vous poser durant la présentation. Ça va aller un petit peu vite, le rythme risque d'être un petit peu soutenu. L'objectif, c'est juste de jouer avec nous pour découvrir les outils en répondant aux différentes questions qu'on va vous poser. Vous ne mettez pas trop la pression, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est pas grave si toutes vos réponses ne sont pas cohérentes entre elles. Le but, c'est de suivre le processus, d'avoir les différentes réflexions et la démarche qu'on va utiliser pour découvrir ces outils-là. Et avec Alexandre, on a nous aussi joué le jeu, c'est-à-dire qu'on vous proposera nos idées, nos solutions, nos réponses pour vous donner un ordre d'idée du type d'information qui est recherché. Donc, vous êtes ce nouveau PO chez Donneur. C'est la fin de la première semaine de travail. Vous avez hâte à votre premier apéro avec vos nouveaux collègues. Vous avez rencontré à peu près tout le monde de l'équipe. Vous avez installé votre nouvel ordinateur. Et vous avez lu absolument toutes les docs qui étaient sur le drive partagé. C'est-à-dire absolument rien du tout parce qu'on est une start-up et c'est dans la tête des fondateurs.
Donc, on va vous suggérer d'organiser un premier rituel. D'accord? Essayez d'amener au moins les fondateurs, tous ceux qui ont un peu d'historique, et surtout, n'oubliez pas l'équipe technique. Donc, ceux qui ont la casquette de développement, et ça peut aller jusqu'aux personnes qui s'occupent de la production. D'accord? On essaie vraiment d'avoir une diversité dans l'équipe qui va faire ces types de rituels. D'ailleurs, c'est vrai pour tous les ateliers qu'on va vous présenter aujourd'hui. Parce que c'est important de ne pas laisser les devs à la fin et tout d'un coup, on se rend compte que la faisabilité... voilà, quoi. Donc, vraiment, amener tout le monde. Donc, vous avez vos stylos. Première question. En pensant à l'équipe interne de donneurs, quelles sont les forces de l'entreprise? C'est quoi les forces de cette start-up? Avec Bastien, on a pensé à petite structure, forte agilité. Hein, on n'est pas pris avec tous les processus d'une grande entreprise du CAC 40. On a la crème des développeurs de Bidart. Donc on a une certaine force à ce niveau-là, hein, les meilleurs crafts du coin. Et notre CEO est très connecté au gouvernement actuel, donc c'est un macroniste. Ça peut toujours servir au niveau politique. À l'opposé, quelles sont les faiblesses de cette structure d'honneur? Encore une fois, nous, on a joué, c'est notre scénario, vous avez le vôtre. Donc nous, on a imaginé qu'il manquait de juristes dans notre équipe interne. Donc ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement la connaissance légale jusqu'au bout des lois. Est-ce que c'est même faisable, ce qu'on a imaginé chez Donneur, le côté swap pour matcher les donneurs et les malades? On ne sait pas. C'est une start-up, budget suffisant. Mais si on crame tout rapidement, on n'aura même pas la première version en ligne qu'on est mort. Projet mort dans l'œuf. Alors maintenant, on va essayer de regarder un petit peu plus qu'est-ce qui se passe autour de nous, dans quel écosystème on se trouve. Et on va se poser la question, autour de nous, quelles sont les opportunités sur le marché? Donc c'est moins une vision sur l'entreprise et vraiment chez nous, c'est plus une vision sur l'écosystème dans lequel on se trouve, le marché. Alors nous, on a pensé, il n'y a personne actuellement sur ce marché, pas de concurrent direct, on serait les premiers. Et on a identifié un fort intérêt du gouvernement pour améliorer les différentes statistiques et peut-être même améliorer sa popularité. Question suivante, à l'opposé, quelles sont les menaces et les risques dans cet écosystème autour de nous, sur ce marché? Alors nos réponses, on a mis une loi inconnue qui sortirait et qui viendrait nous empêcher de faire notre service. Toute la sécurité autour des données de la santé, beaucoup de règles à respecter. Et un brevet déposé par un futur concurrent, on peut imaginer une grosse industrie, une grosse entreprise de l'industrie pharmaceutique, ou bien les GAFA qui nous passent devant au dernier moment.
Donc les deux premières questions sont plutôt tournées vers l'équipe elle-même, donc c'est une sorte d'auto-évaluation des forces en présence chez nous. Et les deux questions suivantes, c'est plutôt l'écosystème, comme disait Bastien, est-ce que c'est quoi, on est dans un aquarium, c'est quoi le type de poisson qui est autour de nous? Qu'est-ce qui nous menace? C'est quoi notre opportunité de se faufiler entre les gros? Voilà. Donc les questions sont celles d'un SWOT, c'est un truc qui est un peu classique, je vous l'accorde. Vous avez peut-être déjà étudié ça à l'école, mais c'est important de se poser ces questions quand même, parce que de façon générale, ça va rester autour des prochains ateliers, des prochains types de questions qu'on va poser. C'est toujours quelque chose qu'on doit avoir en tête pour prendre nos bonnes décisions au niveau stratégique après. D'accord? Donc c'est un acronyme en anglais, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Et voilà, donc c'est un point de départ avant les vrais ateliers de cadrage. Donc ça ne veut pas dire qu'on va utiliser ça à 100%, mais on l'affiche quand même dans la salle pour les prochains ateliers. C'est toujours intéressant de s'y référer. Donc c'est une photo aujourd'hui de ce qu'on pense, où on est, sur la carte. Alors maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur notre entreprise et qu'on en connaît un petit peu plus aussi sur le marché dans lequel on se trouve, on va se poser la question, pour qui est-ce qu'on travaille? C'est important de se poser la question de pour qui on travaille. Dans certaines boîtes, ils ne savent même pas. Si c'est le cas, barrez-vous. Mon opinion. Alors pour la suite, on aurait pu se placer du point de vue de Maïka. Maïka est une jeune femme de 23 ans qui est malade et qui est en attente d'une greffe pour aller mieux. On aurait pu aussi vous parler de sa famille qui est triste, qui est en détresse et qui est prête à tout pour aider sa fille. Mais aujourd'hui, on a plutôt décidé de vous parler de Pachi. Et Pachi. Alors parce qu'il fallait bien en choisir un. Pachi a 32 ans, il habite à Bidar. Il pratique le surf. Le week-end, il aime bien aller faire des randonnées à la Rune avec ses amis. Il est manager 3.0 au sein de l'agence du tourisme. Et important, Pachi est prêt à donner un rein. Donc pour la suite, on va vraiment se placer du point de vue de Pachi, analyser comment fonctionne Pachi, on va essayer de rentrer un peu dans sa peau. Alors c'est quoi son objectif principal par rapport à Donneur? Par rapport à l'offre de service de Donneur. Donc vous avez vos stylos, si vous avez envie de jouer encore. Vous pouvez tirer un trait et passer à... Donc je rappelle, Pachi, c'est 32 ans habitant à Bidar, manager 3.0, prêt à donner un rein. C'est pas vous, vous ne mettez pas vos lunettes, vous ne filtrez pas, c'est pas vous, vous ne projetez pas. Vous essayez d'être Pachi. Et donc ça, c'est un des exercices qui est le plus difficile parce que justement, on se met dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Avec Bastien, on a imaginé, en tant qu'humaniste empathique, chercher à sauver des vies. C'est beau, hein? Donc, je ne sais pas s'il est dans le triangle de Karpman, ceux qui connaissent, c'est le sauveur, mais bon, il va vers l'autre. Prochaine question, que pense-t-il? Qu'est-ce qui est important pour lui? Alors on s'est dit, nous, j'aimerais bien connaître la personne à qui je vais faire un don d'organes. Donc vraiment rentrer en contact avec le malade. Prochaine question, qu'est-ce qu'il dit à ses proches? Qu'est-ce qu'il dit autour de lui, à sa famille, à ses amis au club de surf? À part que la vague est bonne aujourd'hui. On a imaginé qu'il dit, il y a trop de décès sur BFM TV dans les stats, ça n'a pas de sens,
faut aider les personnes qui en ont besoin. Alors, comment se sent-il? Qu'est-ce qui l'inquiète, le frustre? Donc nous, on a imaginé qu'il y a quand même une inquiétude, hein, il y a peur. C'est quand même un beau geste, mais c'est pas anodin. Hein, donc il va peut-être rechercher un chirurgien de renom pour faire cette opération. Donc il est nerveux mais motivé. Donc il est toujours motivé, mais ça le fait un peu flipper. Alors sinon, que fait-il vraiment dans l'action? Qu'est-ce qui, par rapport à ça, par rapport à Donner, comment s'y prend-il? Qu'est-ce qu'il fait de particulier? On s'est imaginé qu'il était assez proactif. Donc, il va sur Internet, il cherche les informations. Donc, il contacte les hôpitaux, les assos de gens malades. Donc, il est vraiment... il y va, quoi. C'est pas quelqu'un qui fait juste parler de son truc, son super objectif, mais il prend action. Donc, au final, ça nous fait un petit portrait plutôt humain de Patchy. On a l'impression, en tout cas, de commencer à le connaître. Ce qu'on vient de faire, ça s'appelle une empathie map. L'empathie map, ça va nous permettre de construire et de visualiser aussi de manière collaborative tout ce que l'on sait concernant un certain type d'utilisateur. Ça peut être un segment d'utilisateur. Dans cet atelier, on va vraiment chercher à humaniser les discussions, c'est-à-dire comprendre vraiment l'état d'esprit, établir le profil de ces personnes-là. On va chercher aussi à avoir des discussions sur quels sont les besoins exprimés, les besoins souhaités, et quels sont les besoins réels derrière. Et ça va être également l'occasion d'identifier les incohérences entre ce que les gens disent et ce qu'ils font vraiment. Ce n'est pas nécessairement tout le temps pareil. Pour cet atelier, vous pouvez arriver avec des données pertinentes pour la création de ce profil. Ça peut être par exemple des interviews ou des enquêtes sur les utilisateurs, des recherches sur le comportement, tout ce qui peut vraiment vous aider, vous donner des infos là-dessus. L'Empathie Map, c'est une étape qui est préliminaire à la conception. C'est la première étape du design d'expérience. Et on rappelle, c'est vraiment important de connaître pour qui on fait les choses. Sinon, on est dans la solution, on est dans le technique. Et bon, super. Donc maintenant qu'on a une vue d'avion de notre contexte, avec le SWOT, on a quelque chose de général, faiblesse, force. On sait pour qui on a envie de travailler, de rendre le service. On va se projeter. On va se projeter à 6 à 9 mois et on va commencer à parler stratégie. Donc je rappelle que pour Donner, trouver la compatibilité entre Donner et les malades, c'est l'objectif, en raccourcissant le cycle par rapport aux moyens traditionnels. Donc à nouveau à vos stylos pour écrire vos réponses. La première question, c'est à quoi verrez-vous que le service est un succès? Qu'est-ce qui va vous donner la banane dans 6 à 9 mois? Nous, on a imaginé 3 trucs. On a dit témoignage de belles histoires d'utilisateurs du service, des délais réduits d'accès aux dons d'organes et donner un sentiment d'avoir accompli une bonne action. Donc ça ressemble un peu à Patchy. Maintenant, si vous en avez plus d'un sur votre feuille, essayez d'en choisir qu'un. Vous le soulignez. Celui qui est le plus important selon vous.
Et après, on va essayer de le décliner. Comment est-ce qu'on peut mesurer de façon explicite ce succès dans 6 à 9 mois? Peut-être que vous aviez déjà écrit un pourcentage, un chiffre, super. Mais très souvent, quand j'anime cet atelier, les gens, ils donnent un peu un sentiment. C'est super, c'est génial, ces trucs, OK. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Alors nous, on a choisi de spécifier un peu les délais réduits d'accès aux dons d'organes. On pense que c'est le plus important, avec au moins 2 journées de plus rapide par rapport au cycle traditionnel, et une notion de volume, c'est-à-dire qu'il y a au moins eu 25 transplantations, pour dire que ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose à ignorer. Il commence à y avoir un vrai service avec des vrais gens derrière. Ce n'est pas juste un concept. Alors maintenant, on va se poser la question, qui pourrait contribuer au succès pour qu'on puisse atteindre notre objectif derrière? Donc on va vraiment se poser la question, qui va vraiment influencer, qui va pouvoir nous aider à atteindre notre objectif derrière, notre objectif qui est chiffré. Et petit conseil, ne pensez pas uniquement qu'aux utilisateurs finaux de l'application ou du service. N'hésitez pas à regarder du côté vraiment de l'ensemble de l'écosystème dans lequel on se trouve. Je donne souvent l'exemple, si vous avez envie de faire voler des drones dans une ville comme Bordeaux ou Paris, vous devez influencer probablement la mairie pour avoir les droits de vol. Hein? Ça, c'est un exemple. Alors qu'ils ne vont pas être utilisateurs directement du service. Alors nous, on pense que le gouvernement, les hôpitaux, les donneurs, les malades, leurs familles, ainsi que les prestataires de transport pour gérer tout ce qui est logistique, vont nous aider à atteindre notre objectif. Et alors pareil que tout à l'heure, on va essayer d'en identifier qu'un seul. Quel est le plus important pour vous? Vous pouvez le souligner sur votre feuille. On va vraiment chercher à identifier celui qui aura le plus d'influence pour qu'on puisse atteindre notre objectif. Par exemple, nous, on a identifié que ce serait les donneurs. Si on a le plus d'influence sur les personnes qui souhaitent réaliser des dons d'organes, on aura le plus de chances d'atteindre notre objectif. Comment pouvons-nous impacter ce segment de personnes pour atteindre notre objectif? Je vous rappelle, je suis québécois, donc c'est pour ça qu'il y a un gant de hockey sur glace. En anglais, j'utilise l'acronyme WIIFM, What's in it for me? Qu'est-ce que j'y gagne, moi, à vous aider avec votre service? Nous, dans notre scénario, c'est le donneur. Donc, qu'est-ce que le donneur y gagne à utiliser ce service? Comme je disais tout à l'heure, la mairie par rapport au vol de drone, pourquoi il vous aiderait à faire cette course Red Bull avec... Il y a peut-être un peu... être cool, être jeune, gagner des votes, amener du tourisme. Donc là, on n'est pas dans le comment. Nous, on a imaginé sentir de l'empathie pour une personne malade, satisfait d'avoir accompli ce geste. Donc c'est vraiment de l'accomplissement pour le donneur, hein, c'est un peu patchy, qu'on a décrit tout à l'heure. Et si on n'en avait qu'à choisir qu'un, encore une fois, vous pouvez souligner sur votre feuille celui que vous avez l'impression qui va vous aider à accomplir votre objectif. Nous, on est parti sur sentir de l'empathie pour une personne malade. On pense qu'en déclenchant ça chez Patchy, ça va vraiment déclencher une utilisation de notre service, donc notre objectif risque plus d'être atteint.
Et dernière question, que devons-nous fournir pour obtenir cet impact? Donc là, on va vraiment rentrer dans le comment, dans la mise en œuvre. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on réalise pour obtenir cet impact? Donc, vu qu'on rentre dans la réalisation, c'est à ce moment-là où ça brainstorm, on a plein d'idées. Nous, on a choisi de retenir visualiser la liste des malades, lire l'histoire d'un patient et sélectionner un patient pour pouvoir derrière déclencher une greffe. Et pareil que sur les questions précédentes, on va chercher à identifier les plus importants pour nous. Alors là, vu qu'on est dans la réalisation, on peut en prendre un petit peu plus qu'un seul. Vous pouvez pareil les entourer ou les souligner sur votre feuille. De notre côté, on a décidé de garder visualiser la liste des malades et lire l'histoire d'un patient. Ce sont les deux mises en œuvre les plus importantes pour qu'on puisse derrière remonter la chaîne et avoir atteindre notre objectif. Donc ce qu'on vient de faire, ça ressemble à une mind map. Donc ça peut se lire de la façon suivante. Donc en tant que donneur, je veux visualiser la liste des malades afin de sentir de l'empathie. Pareil, en tant que donneur, je veux lire l'histoire d'un patient afin de sentir de l'empathie pour un malade. Si ça sonne correct à vos oreilles, c'est que vous avez probablement bien répondu aux questions. Si ça coince un peu, c'est peut-être qu'on a commencé à mettre du comment dans l'impact, ici, dans l'influence. Parce qu'on a tendance à partir assez rapidement dans la solution. Donc, c'est un impact mapping simplifié, parce qu'habituellement, l'impact mapping, c'est costaud à animer. Ça déclenche beaucoup de discussions et de passion, surtout si on a tous les acteurs dont je vous parlais au début. Il y a toutes les forces en présence qui vont tirer la couverture vers eux. Le marketing, le métier, les fondateurs, les techos, tout ça, ça va vraiment être il faut être en forme si vous l'animez pour la première fois. Et c'est normal que ça coince par moment, mais il faut vraiment tenir les étapes point par point, parce que c'est important de redonner du sens. C'est quoi l'objectif? Moi, ça m'arrive souvent, j'ai déjà fait chez un client où tu as 25 personnes dans la salle, et ça a pris 1 heure juste à sortir l'objectif. Donc ça, c'est un post-it, 1 heure. Je peux vous dire qu'ils sont contents à la fin. Mais après, quand ils comprennent tout le reste de la démarche, ils sortent et ils ont la banane. Donc, on va tester des hypothèses. Ça va identifier les premières hypothèses qu'on a envie de tester en prod, parce qu'on sait très bien que du code qui reste dans un repo Git, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment le mettre en prod. Si on se rend compte que les hypothèses ne sont pas validées, on va pouvoir pivoter. Au lieu de faire pendant 2 ans un projet et se rendre compte qu'il n'y a personne qui voulait de notre truc sur le marché. D'accord? Et ça nous fait nous aligner en tant que groupe sur les efforts du prochain 6 à 9 mois. Donc, au lieu de disperser, partir dans tous les sens, on focus, au moins pendant quelques mois, sur quelques hypothèses qu'on va mettre en place. Ce qui est rigolo avec cette... Bonjour! Super! Ils sont de plus en plus jeunes à faire de l'impact mapping. Donc, il n'y a pas que des solutions informatiques qui vont sortir de cet atelier. Sachez que, par exemple, sur l'exemple que je donnais tout à l'heure avec les 25 personnes, chez un de mes clients, on a 14 chemins de valeur. C'était une grosse refonte digitale. Là-dessus, il y en avait 4 seulement qui avaient rapport au web et au mobile. Le reste, c'était du SEO, c'était du marketing. Il fallait embaucher des gens, donc le côté RH. Donc, sachez que ça ne sera pas juste des éléments pour les équipes techniques. Alors, dans les jours qui suivent, vous allez devoir à nouveau réunir toutes ces personnes avec qui vous travaillez pour un dernier atelier de cadrage. Sur ce dernier atelier, on va chercher à mettre un petit peu de relief sur cette liste de choses à faire qui commence à émerger. On va essayer de cartographier le comment faire les choses, et de réfléchir aussi à une petite stratégie de priorisation. Dans quel ordre est-ce qu'on va faire les choses? Ici, sur ce dernier atelier, on va vous poser les questions et vous donner directement nos réponses pour gagner un petit peu plus de temps, que ce soit un petit peu plus dynamique. Première question de cet atelier, quels sont les grands chapitres du parcours?
Donc là, imaginez-vous, vous êtes dans la salle, tout le monde est autour de la table avec des post-it, des feuilles, des stylos, et sur le mur à côté de nous, on a l'impact mapping. Donc on a la stratégie qu'on a établie juste avant. Et à côté, on a les différentes empathy maps, cartes d'empathie, pour les personnes avec qui qu'on souhaite derrière impacter. Et on a notre SWOT aussi, qui nous rappelle dans quel écosystème on se trouve. Donc on a toutes les données autour de nous. Donc les grands chapitres du parcours, nous on a choisi 5 grands axes. Administrer les patients, administrer les donneurs, toute la partie matching pour la mise en relation, gérer les opérations et les rendez-vous, et gérer les transports pour tout ce qui est logistique. Et donc ces 5 grands axes forment un petit peu la colonne vertébrale de notre histoire. Alors, comment déclinez-vous l'histoire de chaque chapitre? On va prendre chaque élément et on va rentrer dans le détail. On va faire du brainstorming à ce niveau-là. Nous, par exemple, pour le matching, on a parlé de filtrer les organes. Ça fait bizarre ce que je dis. Lister par géolocalisation. Swap, on accepte ou pas le dossier du malade. On liste les patients disponibles par organe et on liste les organes disponibles. Donc ça, c'est sorti dans la session, par exemple, pour le matching. Donc il y en a aussi pour chaque élément de chaque chapitre. Et à tout moment, on va venir placer des post-it qui sont d'une couleur qui vont se démarquer. Si on a des questions ouvertes, nous, on a choisi le rose. Est-ce qu'on a envie de faire sur du Windows Mobile ou pas? On se pose la question. Est-ce que la loi, la fameuse loi, est-ce qu'elle est bien ou pas? Et justement, tout à l'heure, dans le scénario, je disais, dans le SWOT, on a identifié qu'on n'avait personne à l'interne qui était dans le légal. Donc, il va falloir faire appel à un cabinet externe. Donc, forcément, ces gens-là ne sont pas conviés à cet atelier. Donc, il y a quelque chose qu'on devra faire après. Il va falloir qu'on aille confirmer parce qu'on se demande si la faisabilité est là. D'accord? Par la suite, on priorise les éléments comme si chaque chapitre était une liste de choses à faire. Qu'est-ce qui est le plus important au niveau métier? En haut. Ou est-ce que ça fait sens de faire un élément métier avant un autre? Peut-être pas, donc s'il y a peut-être une dépendance. Donc on va essayer de faire certains éléments un peu plus haut que l'autre. Donc là, ça c'est tout classé. Donc on se rend compte que pour le matching, on a listé les organes disponibles, listé les patients en premier, le swap, filtrer les organes et géoloc. Géoloc, on considère que c'est moins important pour nous aujourd'hui. Et ensuite, on va créer des lots fonctionnellement cohérents. On va commencer à les organiser. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses qui étaient en ordre, mais finalement, puisqu'on voulait créer un lot cohérent, ça se peut qu'on ait remis quelque chose. Donc, c'est vivant, hein? Ce n'est pas quelque chose qui est fixe. On va toucher à plusieurs chapitres. Donc, déjà, pour notre première histoire, on a décidé de se focusser sur les 3 premiers chapitres. On n'a rien fait pour les 2 derniers. Mais on a quand même fait des choses sur 3 chapitres. Pourquoi? On n'a pas envie de surinvestir, comme j'ai vu tellement de fois dans des projets. On surinvestit sur un module et tout d'un coup, on n'a plus de budget et on n'a répondu à aucune sous-histoire. Ça m'est déjà arrivé. On avait un super référentiel web, nouvelle techno, génial, mais on ne pouvait pas faire le business qui était les prêts hypothécaires pour une banque. Donc c'est super, on a un super site web, dernière techno, on a un super truc web, et on a des filtres, on a des listes, on a des choses, mais il n'y a plus d'argent. Salut. Et chaque sous-histoire va répondre à un besoin. Donc nous, on a dit le matching, par exemple, la mise en relation des personnes plus rapide que par les moyens conventionnels, ça commence à ressembler à ce qu'on avait découvert en impact mapping. Donc on la retrouve ici. L'amélioration des filtres et recherches avancées, c'est-à-dire un peu de UX, que ce soit plus simple pour les gens d'utiliser notre plateforme. La gestion des opérations, je ne parle pas des ops, je parle vraiment des transplantations et du transport d'un point A à un point B, d'un patient A à un patient B. Et j'ai une 4e catégorie toujours. Je me tiens toujours à 3 niveaux de sous-histoire, parce qu'il y a déjà quelque chose à faire avec ça. Et ça sera un jour peut-être, si on a encore des budgets, si on est encore vivant, tout ça. Parce que de toute façon, on a de quoi travailler avec les 3 premières sous-histoires. Et on aura appris d'autres choses parce qu'on l'aura mis en prod. Peut-être que nos super plans sur la comète qui se retrouvent dans le 4e niveau,
bien, on ne les fera jamais. J'appelle ça aussi la sédimentation du backlog, c'est-à-dire c'est des trucs qui restent dans votre Jira, comme dirait M. Lesguédois. Donc, voici un exemple de lot cohérent par matching. Donc, on crée les patients, ils se loguent. On crée le dossier d'honneur, ils se loguent. On a la liste des organes disponibles, liste des patients disponibles par organe et le matching avec le Tinder du don d'organes. Swap, swap. On accepte et on rejette. Donc, vue d'avion, ça donne ça comme résultat. Il faut noter que ce ne sont pas des lots de la même taille au niveau de l'effort. On peut faire une référence à ce que Frédéric disait ce matin. On va laisser quand même les techos venir estimer, ou pas, l'effort que ça va prendre. Donc, si vous adhérez à ce qu'on a écouté ce matin, on ne passe pas trop d'efforts sur ça, mais si vous n'avez pas trop le choix parce que vous êtes dans un contexte où on vous demande ces estimations, on laisse l'équipe technique de réalisation, incluant les testeurs, les UX, tout ça, à vous dire s'il y a des projets dans le projet qui se cachent. Peut-être qu'il y a un des éléments qui, en fait, ça devrait être 8 post-it. On ne sait pas encore. Et ce dernier atelier qu'on vient de faire, ça s'appelle le User Story Mapping. Ça va nous permettre d'appliquer la stratégie qu'on a définie avant en découpant en petits morceaux qui ont plein de valeurs les éléments qu'on souhaite mettre en œuvre. Si vous connaissez la célèbre citation de Jeff Patton, on va chercher à minimiser l'effort pour maximiser le résultat derrière. Donc, on va travailler sur des éléments qui sont priorisés, qui sont suffisamment petits et qui ont plein de valeurs. Et de cette manière, on va pouvoir se rendre compte si on est en train d'aller dans le bon sens, c'est-à-dire que les hypothèses qu'on avait sont en train d'être validées, ou alors si on est en train de se tromper. C'est-à-dire on ne va pas du tout dans le bon sens, on a mis en prod, personne n'utilise, que des feedbacks négatifs. Dans ce cas-là, on va se planter, mais on le fera rapidement, et de cette manière, on minimisera les coûts en arrêtant d'aller dans ce sens-là, plutôt que au final délivrer, continuer et s'entêter dans un produit ou un service qui serait inutile et qui ne serait pas utilisé. Et donc de ces feedbacks utilisateurs qu'on va recevoir, on va pouvoir apprendre et au besoin continuer dans le même sens. Ok, notre service est utilisé, on a des bons retours, on continue à pousser dans la même direction, ou alors on pivote, on va se diriger vers un autre chemin de valeur, aller explorer quelque chose d'autre. C'est intéressant de noter qu'ici, on va retrouver des éléments qui n'étaient pas présents dans notre stratégie, dans notre impact map de tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on était vraiment dans la stratégie, quel serait notre avantage compétitif, comment est-ce qu'on veut se démarquer sur ce marché-là. Ici, on va retrouver des éléments qui sont très spécifiques au cœur de métier. Par exemple, pour illustrer ça, si vous connaissez Amazon, le site de vente en ligne, le panier pour acheter des articles, c'est peut-être pas partie de la stratégie du site pour se démarquer comparé aux tous autres sites, mais c'est quelque chose qui est nécessaire, sinon on ne pourrait pas acheter sur le site, donc pas de business. Donc en conclusion, on vous a présenté 4 ateliers, un peu de cadrage, tout ça, pour débloquer la peur de la page blanche pour le PO. Ça se peut que vous arriviez dans un contexte où on ne vous laisse pas les organiser, ces ateliers. Ah, mon agenda est trop plein, tous les managers ne veulent pas, vous connaissez. Je suis le gars de la prod, j'ai le nez dans le guidon, j'ai trop de problèmes. Tes trucs avec tes post-it, Malgré tout, ce que je vais vous dire, si vous êtes nouveau PO ou vous arrivez dans un nouveau contexte, faites la course pour aller chercher la réponse au moins aux questions qui sont posées ici. Donc, essayez de les convoquer à des cafés, aller manger avec eux et poser de la question aux gens qui ont un peu d'historique. C'est beaucoup moins efficace que si on avait tout le monde dans la salle et qu'on avait des vraies conversations, quand on parle de user stories, des conversations utilisateurs. C'est beaucoup plus riche, mais si malheureusement vous êtes contraint par le contexte à ne pas pouvoir les organiser, vraiment allez creuser les questions qui ont été exposées ici dans cette présentation. C'est pour votre bien et celui de l'équipe de toute façon. Donc, le SWOT, pour donner une idée de timing, c'est du 2 heures, vue d'avion, les faiblesses, forces. Comptez un bon 2 heures, parce que si les gens ne sont pas alignés, ça va se voir.
Donc, il y a des bonnes discussions qui arrivent et il y a vraiment des gens qui vont se rendre compte de ce que les autres pensent. C'est assez rigolo. L'empathie map, on peut voir 2 à 4 heures, plus ou moins. Essayez d'avoir au moins 3 patchis. Allez chercher 3 patchis, 3 personas, parce que ça m'étonnerait que votre business ne serve qu'un type d'utilisateur. Sinon, ce n'est pas un gros business, peut-être. L'impact map, c'est costaud. 2 fois 4 heures sur 2 jours consécutifs. Pourquoi? Parce que si on fait 8 heures d'un coup, vous allez cramer tout le monde. C'est quelque chose qu'on peut faire une fois par 6 mois environ. Hein, on se réaligne sur nos prochaines hypothèses. Vraiment, la nuit porte conseil dans ce type de débat amoureux entre les gens. C'est spectaculaire par moments. Dormez bien avant d'animer ce truc. Et la User Story Map qui est un peu plus opérationnelle, quelque chose que vous pouvez faire une première fois et faire vivre. Le mettre vraiment dans les bureaux de l'équipe. Si c'est une grosse refonte, ça peut aller à 4 heures, même plus. Ça se peut que ça soit costaud. Hein, ça peut faire vraiment le tour. C'est plus opérationnel, donc ça va moins parler à des directeurs. Il y a des post-it partout, moi j'ai pas envie de voir ça. Donc ce qui serait intéressant, c'est qu'à côté de User Story Map, peut-être mettre les chemins de valeur de votre impact mapping, les plus récents. Juste ce que vous avez choisi, peut-être il y en a 4-5. Vous les mettez vraiment à côté de la User Story Map, donc comme ça, vous avez tout le contexte avec les empathy maps, donc pour qui on travaille. Donc les empathy maps, je rappelle aussi que ça va servir d'artefact dans vos conversations. Est-ce qu'on est en train de travailler pour Patchy ou on est en train de travailler pour Maïka? C'est pas toujours la même chose. Donc les fonctionnalités qu'on va designer au niveau tech, ça ne veut pas dire que ça va être on ne va pas partir sur les mêmes solutions. Au niveau UX aussi. D'accord? Et si vous souhaitez creuser un petit peu plus ces différents ateliers qu'on vient de vous présenter, sachez que notre présentation est en ligne sur un SlideShare, donc on pourra vous la partager, vous pourrez derrière la réutiliser. Et on vous conseille aussi 2 bouquins, le User Story Mapping écrit par Jeff Patton et Impact Mapping de Goshko Hadzik. Goshko Hadzik qui sera aussi présent en keynote à la School of PO en février à Paris. Et on vous a mis aussi des petits articles sur les ateliers qu'on vous a présentés, dont certains sur le site, sur le blog de notre collègue Pablo ou de notre amie Géraldine. Il existe aussi d'autres ateliers qu'on ne vous a pas présentés aujourd'hui. Vous pouvez jeter un coup d'œil à tout ce qui est formalisation des user stories ou d'autres ateliers comme Product Box, Lean Canva, l'example mapping pour aller un petit peu plus loin, toujours dans le job de PO. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que dans le processus, il n'y a pas intérêt à un moment donné à écrire les choses sous une forme un peu, pas littéraire, mais disons quelque chose qui se lit, que tout le monde peut lire et comprendre, plutôt que des petits bouts de post-it, de fragments de choses? Est-ce que ça n'a pas un intérêt? Tu t'y jettes? Alors, si je reformule la question, c'est est-ce que ce ne serait pas intéressant d'écrire de la spécification de manière itérative? Non, je dis littéraire, hein, pas littéraire. D'accord. Écrire Vraiment une spec, une histoire. L'histoire du patient quand il va utiliser son service. Enfin, qu'est-ce qui va s'attendre à D'accord. faire Donc écrire de manière littéraire. de manière littéraire, ok. Donc écrire de manière littéraire, par quoi passera le patient s'il utilise ce service ou autre. Ok. Oui, tu veux que je réponde? Je reformule. Alors, l'écrit est interprété pour moi. J'ai des ateliers que je fais souvent pour montrer un peu la différence entre l'écrit et le discuter. User story, c'est vraiment une opportunité pour discuter en groupe, qui est beaucoup plus riche que faire 15 pages de un roman, entre guillemets, de ce qu'on va faire. 5 pages. 4 pages? Deal? 3 pages. 2 pages. Oui. Ouais. Pour qui? Quelqu'un qui est à distance? Quelqu'un qui est... Pour une forme de référence qui serait accessible à tous. Parce
que les artefacts qui sont là, surtout si on les laisse dans les bureaux du projet, là où il y a le plus de gens qui travaillent sur le projet, va toujours servir de point d'ancrage en fait de la discussion entre les différents acteurs. Moi, je trouve que ça a beaucoup plus de valeur ça que d'aller mettre ça dans un gros mail ou d'aller mettre ça dans un document sur le drive Word. C'est peut-être deux choses séparées. Là, ce que vous montrez, c'est très du management visuel, quoi. Oui. Au final, et j'entends bien, et je comprends aussi, Ouais. la traduction de ça, qui pourrait être une référence dans un drive que les gens peuvent aller chercher pour comprendre ce qui est sur les tableaux, même s'ils n'ont pas fait, quoi. OK. Oui, tout à fait. Il existe aussi beaucoup d'outils pour numériser le résultat de ces ateliers-là. Par exemple, notre impact map, on a utilisé un outil de mind mapping pour la représenter. On peut imaginer la construire comme ça, prendre le screenshot et le partager au reste des collaborateurs si vous ne travaillez pas avec une équipe qui est colocalisée au même endroit. Ouais. Et on peut rajouter des petites notes en plus, plus de détails s'il y a besoin. Mais au moins, on a la trame de la stratégie. Dedans, on peut double-cliquer, rajouter une note un peu plus détaillée. Moi, je pense que c'est quand la dernière fois que vous avez lu un vrai document et pris le temps, etc. Et que ça a servi. Ce qu'il voulait dire, je pense, Ouais. c'est que ça peut être autre chose. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose écrit en langage normal Oui. et qui, après, derrière, peut être utilisé pour des tests. Ah oui, ça, ben oui, mais... Tout ça, effectivement, Oui, ça permet mais on est... la stratégie, mais... Là, ce qu'on vous a fait, c'est débloquer pour avoir du sens en tant que rôle de PO, surtout les PO qui sont juniors ou ceux qui viennent d'hériter du titre. Mais là, ça peut être des scénarios. Là, on ne s'est pas rendu à créer les user stories non plus. On n'est pas encore... la prochaine étape après user story map, c'est vraiment de détailler un peu avec les critères d'acceptance. Et là, ça devient hyper intéressant aussi. Mais tu as l'élément qu'on a décidé de mettre. Donc, on va commencer à mettre du temps et de l'argent sur certains éléments qu'on a fait monter dans le backlog. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc, ça vaut le coup à ce moment-là de formaliser. Parce que ta spec, de toute façon, dès le début, dès que tu l'as écrit, tu peux quasiment dire que c'est poubelle. Parce que ça bouge trop vite. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Avant, j'étais en CMMI chez IBM, etc. J'avais des formulaires, ça n'avait plus de sens. J'essayais de remplir les cases. Mais c'était des trucs, c'était il y a 3 ans, 4 ans. Faire attention dans- Je caricature. Voilà, c'est ça. Faire attention, Désolé. non, mais quand on parle pas, c'est pas automatiquement basculer dans des choses 70 pages, ou même du 15. C'est, moi j'ai le sentiment que le texte littéraire, il a un sens, un impact. Ça ne veut pas dire qu'il doit être illisible, au contraire, mais peut-être quelques lignes qui sont agréables à lire, qui permettent à tout le monde Oui. de comprendre. Donc, peut-être les coller après directement sur des artefacts aussi, pourquoi pas. Moi, j'émettrais là où ça fait sens sur ton management visuel, tu fais un one-pager, pardon l'anglicisme, une page. Voilà, Et on le met... ce serait plutôt des choses comme ça qui Mais- un peu slide avec des Ouais. points, Ouais. qui a aussi ses travers. Ouais. Ok. Voilà, c'est... Ceci dit, je suis assez d'accord, et en même temps, le fait d'écrire des choses de manière littéraire limite aussi un peu les interactions entre les gens, ce qui fait que ceux qui ont conçu le tableau peuvent expliquer mieux que ceux qui ne l'ont pas conçu. S'ils échangent verbalement, c'est aussi l'occasion d'un échange, alors que si on l'écrit, ok, tout le monde peut le lire, mais ça limite un peu les échanges oraux. Voilà, donc, c'est une question de dosage. ouais, Ah. Moi, je travaille dans un secteur où on travaille beaucoup sur du projet discursif. Ils ont énormément de besoin d'écrire. Alors, c'est très bien, en fait, quand on fait une photo à un instant T, quand l'objectif, c'est de faire une photo à un instant T de l'équipe et de la culture et des valeurs de l'équipe. Après, quand on les laisse écrire pour le futur, ils ont tendance à partir dans des délires psychanalytiques ou à exposer leurs valeurs, etc. Et ça a l'inconvénient en fait qu'il faut actualiser l'écrit. Déjà, il faut cadrer l'écrit, c'est-à-dire qu'on part sur du discursif avec du tableau et on va essayer en fait d'épurer tout leur délire, tout leur délire un peu psychanalytique. Et ensuite, il faut le mettre à jour souvent. Non mais c'est vrai, hein, on a entendu des trucs. Et ensuite, il faut l'actualiser souvent parce que le défaut, c'est que le lendemain, ça va déjà être périmé et puis en plus, ça va enfermer l'équipe dans une culture. C'est-à-dire que quand on va arriver avec une nouvelle idée, une nouvelle contrainte,
Ou alors quand quelqu'un va arriver dans le groupe, dans le collectif, il va se calquer sur l'écrit et du coup en fait ça va empêcher le groupe de se nourrir de ces expériences nouvelles en fait. Voilà, c'est des idées nouvelles. Donc c'est vraiment... Oui, ça coince, ça donne un plâtre, quoi, un carcan. Ouais, alors en plus dans ces culturels, c'est des valeurs... Maman a bientôt fini. Voilà. Oui, je suis d'accord. Ouais. Alex? Ouais, moi, alors là, c'est un très beau sujet pour rebondir de demain, garder ça pour le... Oui, ça c'est bien ça. Discuter tout ça. Une question technique, je vois bien l'intérêt dans le story mapping de faire une séparation entre ce que tu feras plus tard et ce que tu gardes. Pourquoi tu as 3 lots que tu gardes et pas un seul lot que tu gardes? C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais c'est par expérience pour l'instant, je suis resté à 3. Pourquoi pas diminuer à 2? Oui, ouais, non, c'est juste par expérience, je suis rendu à 3. Tu sais, tu vois, avec l'évolution. Ouais. Toi, tu as déjà fait aussi? Ouais, des fois, les gens ont besoin un petit peu d'avoir une roadmap. Il faut savoir quel sera le lot 1, le lot 2. Des estimations, quoi. Ça les rassure d'un côté, même si nous, on sait qu'on va d'abord se concentrer sur le premier lot, on va aller chercher, livrer ça et apprendre derrière. Peut-être que le lot 2 ne ressemblera plus du tout au premier lot qu'on avait écrit après, une fois qu'on aura terminé le premier lot. C'est vrai que le contenu du lot 2, de toute façon, il va bouger par rapport à quand on va commencer à vraiment travailler dessus, par expérience aussi. Voilà, ça reste un peu comme les considérations de M. Léguédois ce matin, donc c'est dans le même trip. Ouais. Juste cette notion de l'eau, ça m'a fait réagir, ça rappelle des souvenirs peut-être un peu des... Le mot lot. Voilà. D'avoir un chiffre aussi sur ce lot. Pourquoi on va pas simplement garder l'histoire, et l'histoire minimale? Vous avez parlé de minimal quelque chose. Ouais. Tout à fait. Ouais, on ne voulait pas utiliser le MVP en mode galvaudé, non? Nous, on appelait ça lot 1, lot 2, juste pour illustrer facilement aujourd'hui. Vous pouvez appeler ça, leur donner des petits noms, comme vous voulez. On peut dire c'est l'histoire de Patchy. On fait Patchy. Mostaf, Shouldaf, Couldaf. Ouais. Il y a différentes techniques, vous pouvez les nommer de la manière dont vous voulez derrière. Ouais. Peut-être que ça parle plus à tout le monde, Nilo. Oui? Moi d'abord sur votre scénario, il y a quelque chose qui me gêne un peu, c'est de partir sur cette dimension d'empathie, de sélection du patient. Alors, je trouve que ça, pour moi, c'est un peu incohérent. Ah oui, c'est le... Et en plus, je pense que dans ce modèle, aujourd'hui, le donneur, il n'a pas à choisir à qui... Non, je sais. C'est pour ça qu'on disait que c'était politiquement incorrect, notre truc. Voilà. Même pas faisable, probablement. Dans cet atelier, vous n'avez pas abordé la dimension économique. Quel est le modèle économique? Là, je n'ai pas compris, vous avez parlé d'Amazon à un moment donné, mais le donneur, il ne va pas acheter en ligne, de toute façon, sur le donneur. On va faire celui qui prend l'attente du don, il ne va pas... Comment il faut bien, dans ces ateliers, à un moment donné, introduire des dimensions économiques? Qu'est-ce qu'on va? Ou comment l'entreprise va vivre? Parce que ça fait partie aussi des ateliers, quand même. Oui. Je contredis pas du tout. Pour répéter la question pour qu'il est à la caméra, à quel moment est-ce qu'on introduit un petit peu, qu'on discute de business model, la partie économique, comment est-ce qu'on va gagner de l'argent derrière? Au niveau de l'impact mapping, quand on va réfléchir à la stratégie, c'est vrai que nous on est resté vraiment très sur le service. On est resté simple là-dessus pour illustrer facilement. Vous pouvez également avoir des discussions à ce moment-là. Comment est-ce qu'on va monétiser? Quel est le business plan de la société? Vraiment tout l'écosystème stratégique dans lequel... Pour moi, il faut le faire après ou... Ça doit être complètement... Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Oui, c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vraiment pour un product owner qui démarre, peut-être que le business plan a déjà été un petit peu pensé par les créateurs et les investisseurs de la boîte. Et une personne, on se retrouve vraiment dans un nouveau contexte avec... tiens, on veut faire ce service-là. Aujourd'hui, on va rester très concentré sur la réalisation de ce service-là. Donc là, la stratégie qu'on a utilisée pour le fil de la présentation, très axée sur la stratégie, la réalisation, le développement derrière d'un service ou d'un produit. Je crois qu'on est arrivé au bout du timer. Je suis pas sûr. Allez. Il y avait une question là-haut. Une dernière question. Oui. Oui. Mettre plus ou moins de haricots, mais si on commence à mettre des sous tout de suite dans un machin comme ça, c'est le meilleur moyen pour vous faire le faire. Vous n'allez pas y arriver.
on l'a entendu ce matin, c'est évident. Là, dès qu'on met une unité, Hmm. que ce soit de l'argent ou pas, à monnaie. Ça viendra. Ça viendra. Ça peut être un, C'est la valeur client. ça peut être une question Hein? qu'on peut discuter finir, ouais. demain à l'open space. Donc, il faut terminer. On va conclure Voilà. ici. Donc du coup, merci Sam. Merci, Sam. Merci à tous pour... Merci à tous pour votre présence et pour votre attention. Et on espère qu'avec tout ce qu'on vous a présenté, amis Product Owner, vous n'aurez plus peur de la page blanche. Merci.